Serge Lachtimie. Voilà. Ensuite, je donnerai la parole à Marietta Caramanli, puis à Patrice Verchères. Oui. J'ai noté tous les noms, vous inquiétez pas. Le président, merci de me recevoir. Je ne suis pas membre de la commission, mais j'ai été très flatté de votre invitation. Et puis j'ai constaté que c'est une critique très amicale vis-à-vis de ma commission, mais les temps de parole sont quand même assez larges. Hier, on a eu droit à 1 minute et avant-hier 2 minutes. Donc je ne vais pas en abuser. Bienvenue, monsieur le député. Mais François est aussi efficace, avec ces 2 minutes. Merci. Je ne serai pas très long, simplement parce que je partage, bien entendu, le diagnostic extrêmement précis fait par Victorin Durel au début, et bien entendu, bon nombre d'interventions vont dans le bon sens de mon point de vue. Et deuxièmement, Victorin Durel, monsieur le ministre, a eu le privilège de présider la région Guadeloupe, donc il a vraiment la très bonne connaissance de la réalité, des réalités locales. La deuxième chose, c'est que je note avec attention la création de la délégation Outre-mer. C'est une très très bonne chose. Ça va nous aider, mais ça va aussi aider le ministère dans la transversalité de ses responsabilités. Le constat qu'il a fait est un constat plein d'espoir, mais en même temps extrêmement alarmant. Plein d'espoir parce que, je résume en un mot, c'est que s'il reste sous la ligne de résister aux pressions pour faire cette grande mutation qu'il a indiquée, je ne prends qu'un seul exemple, c'est ceux qui tournent autour de la vie chère. Il a donné des exemples, et chaque fois que j'ai entendu dans la salle, c'est pas possible. J'ai des commentaires de cette nature. Quand on a parlé de téléphonie, des écarts de prix sur le gaz, l'essence, le pétrole, j'ai entendu beaucoup, c'est pas possible, c'est incroyable. Eh bien oui, c'est vrai. J'ai un collègue, et c'est très très intéressant d'entendre ça. On a souvent parlé dans l'hémicycle, et des fois on se pose des questions, mais non, ils exagèrent, etc. Non, ce qui est la réalité, je manque 2 chiffres, c'est 22 à 30% de chômeurs, et pour les jeunes, c'est autour de 60% des moins de 27 ans. Donc, quand vous prenez ces 2 chiffres-là, vous voyez bien qu'il y a une réalité extrêmement grave. Pourquoi c'est alarmant ? Parce qu'il n'y a pas seulement un réflexe financier de mon point de vue. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans la quémande et nous n'avons pas absolument ce type de demande-là. Il y a cette exigence de solidarité, mais ce n'est pas seulement ça. C'est un peu ce que le ministre disait, la nécessité d'une mutation courageuse et s'attaquer à des oligopoles et des monopoles qui, à mon avis, posent de vrais problèmes. Et en plus, travailler sur de très puissantes mutations économiques de production locale. On peut parler d'endogène ou pas d'endogène ou autre, mais de production locale. Et surtout, ce qu'Annick Girardin disait, des stupidités écologiques et économiques de la production. C'est-à-dire on est capable à la fois d'importer quelque chose qui vient de Bordeaux et qui serait parti depuis Belém ou le Pará au Brésil, qui passerait par Bordeaux, transformé et revenir en Martinique. Alors, l'absurdité économique, en plus avec des coûts de fret dont on va parler. Je suis content qu'il y ait des expertises qui soient réalisées en intermédiaire pour nous permettre d'aborder cette question avec efficacité. C'est alarmant aussi parce qu'on est dans un contexte de rigueur budgétaire et surtout de nécessité de retrouver des marges face à la situation que nous avons connue, que nous connaissons. Ce qui veut dire qu'il est à la fois nécessaire d'accompagner de manière exceptionnelle ces territoires et ces pays, tout en respectant la solidarité nationale. On ne peut pas à la fois avoir les deux. Il va falloir faire de bons choix. Alors, monsieur le ministre, je voudrais vous poser quelques questions très rapidement. La première chose, comment la France peut faire respecter par l'Europe l'article 349 du traité de Lisbonne? Parce que ce que vous avez résumé à travers l'Europe vis-à-vis des régions ultrapériphériques, c'est, de mon point de vue, un effritement de la législation de ces régions par rapport à l'Europe. Et vous avez pris de très nombreux exemples. Je pense qu'il faudrait que le président de la République rappelle aux instances européennes cette obligation de respecter l'article 349 qui donne un statut dérogatoire et spécifique et particulier. Quand on prend l'exemple du cabotage, par exemple, c'est un très bon exemple où on finance les RTE en Europe dans une frontière interne à l'Europe où on refuse de financer le cabotage et les liaisons avec les pays transfrontaliers lorsqu'on est à 8000 km de l'Europe. Et si on veut véritablement créer une synergie d'exploitation et de développement économique, c'est de profiter de toutes les ressources possibles de proximité pour transformer notamment le Brésil. Et aujourd'hui, on n'a pas de stratégie de coopération
à part des adaptations d'intérêt que le ministre connaît parfaitement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vis-à-vis de l'Europe, est-ce qu'on reste systématiquement dans le libre-échange avec des importations massives qui couvrent toute la production locale, ou est-ce qu'on peut trouver une solution en matière, non pas seulement d'inclusion sociale, telle que c'est prévu dans le budget 2014 de l'Europe, mais d'inclusion économique donnant une protection à minima de la production locale. Alors, ce mot semble barbare, protection. J'étais très content d'entendre Arnaud de Montebourg, hier, en tant que ministre du redressement productif, prononcer ce terme et de répondre très clairement qu'il prendra contact avec le ministre de l'Outre-mer, de telle sorte qu'on puisse étudier les modalités d'incubation économique pendant une période donnée, parce qu'on ne peut pas rester sous cette logique-là. L'exemple qu'il y a à La Réunion sur l'agriculture montre bien qu'il y a cette nécessité. Il ne s'agit pas de se renfermer, il s'agit de laisser pousser les économies locales de telle sorte qu'on soit compétitif et pas seulement avoir un raisonnement de compensation sur le plan financier. C'est un peu comme les accords européens par rapport aux pays andins, où on passe des accords et puis en plus on dit on vous donne une manne pour tenir le coup, 30-40 millions. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là parce que vous ne créez pas d'emplois. Et troisième question vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France, nous-mêmes, quelle croissance? Est-ce que c'est une croissance captive financièrement par le capital? Le ministre l'a dit parfaitement. Ou est-ce que c'est une croissance qui crée de l'activité et qui crée de l'emploi? Donc il faut absolument créer de l'activité et de l'emploi. Ma deuxième question, c'est sur... Non, c'est simplement pour noter qu'il y aura une loi spécifique pour l'agriculture. Est-ce qu'on a un agenda? Ce n'est pas une loi intégrée par quelques petits articles à la marge. Et je salue ce changement de mode. Parce qu'avant, c'était quelques articles qu'on glissait. L'outre-mer, c'était un petit peu un rajout. Là, on fait des lois spécifiques. Donc, il y aura une loi spécifique pour l'agriculture. Ma troisième question, il y aura une loi aussi spécifique qui s'appelle une loi programme outre-mer, ou est-ce qu'il y a une loi programme et dans la loi programme, il y aura un volet outre-mer? J'ai cru comprendre que l'engagement du président, ça a été d'avoir une loi programme pour l'outre-mer. Ça me semble extrêmement important de faire une loi programme outre-mer, pour réviser notamment les zones franches. Quelle est votre position sur la défiscalisation, plus particulièrement la défiscalisation pour soutenir la production économique? Je suis d'accord qu'il y ait des rabotages de remise en cause, mais pas des rabotages à tout va. Notamment la défiscalisation sur le logement intermédiaire. C'est un moyen, je ne parle pas du logement de luxe, etc., je parle de logement intermédiaire, qui risque de s'éteindre le 1er janvier 2014. Et surtout, quelle est votre position sur le lien qui a été fait entre défiscalisation du logement social et LBU? Nous avons fait un amendement pour sacraliser la LBU. Et aujourd'hui, l'efficacité de la combinaison des deux, ça peut se maintenir ligne budgétaire unique. À mon avis, la bonne relance qu'on pourrait faire, c'est par le logement. Sur la collectivité unique, nous avons fait un choix clair. Et la population a fait un choix clair. Donc, nous, localement, nous travaillons pour la mise en place de cette collectivité unique. Il y a des discussions et débats légitimes sur quelques points de la mise en place de collectivité unique, notamment... c'est la prime majoritaire. Personnellement, je suis ouvert à cette discussion-là. Cependant, il faut absolument être extrêmement précis de telle sorte qu'on puisse être parfaitement informé et à la fois permettre une très bonne représentation de l'ensemble de la population à travers les mouvements qui se présentent, mais en même temps maintenir la stabilité politique. C'est pour ça que sur la question de la prime majoritaire, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit extrêmement clair et qu'on puisse se prononcer. Et deuxième point, c'est sur la date de mise en œuvre. J'ai cru comprendre que vous avez dit que le conseiller territorial éliminé par le Sénat va introduire certainement un décalage de la mise en place des départements de région et que les élus locaux, martiniquais et guyanais, auront à se prononcer. Donc nous allons, à travers nos collectivités, nos parlementaires, nos sénateurs et nos conseillers généraux régionaux, nous prononcer très clairement là-dessus. Pour conclure, Monsieur le Président, je souhaite véritablement vous faire passer ce message qui est, de mon point de vue, important. Je considère que l'outre-mer doit être extrêmement serein, déterminé et conscient et lucide de la situation actuelle en Europe et en France. Mais en même temps, nous ne demandons pas de dérogation spécifique, mais je considère que le président de la République, en employant le thème de justice, on doit absolument rechercher la justice dans le traitement de l'ensemble des dispositifs d'État qui permettent d'accompagner le développement économique. Et une situation aussi difficile devrait, à mon avis, permettre, sur ce que le président de la République a considéré comme prioritaire, je pense notamment à l'éducation, où des mesures sont déjà prises intéressantes, dérogatoires. Je pense aussi à la santé, et qu'on ne puisse pas laisser les hôpitaux dans cette situation-là.
notamment dans notre pays en Martinique. Et je pense au logement et je pense à l'emploi. Je demanderai à mes collègues d'avoir un regard très attentif. Peut-être un jour, on réussira, certainement, par le combat permanent, à évoluer vers un statut où on respecte l'égalité des droits. C'est ça l'objectif. Mais aussi qu'on respecte le droit à l'expression de la différence. C'est ça, à mon avis, qui manque dans ce panel que Victor Durel a semblé expliquer tout à l'heure à travers le mot fédératif, le mot fédéral. Je pense que cette étape viendra à un moment donné, mais nous sommes actuellement dans la construction d'un développement organisé pour nos pays.